Le cœur de Tristan s'emballa lorsqu'il se réveilla brusquement dans son lit. Ses jambes étaient emmêlées dans des draps tordus et une sueur froide collait à sa peau, faisant adhérer son pyjama comme une seconde peau. Ce n'était pas un cauchemar passager, c'était devenu un intrus persistant dans ses pensées nocturnes. La chambre semblait plus sombre et le silence pesait lourdement tandis qu'il luttait contre une peur persistante, ce qui le poussa finalement à sortir du lit. En quête de réconfort, il se dirigea vers la cuisine pour boire une gorgée d'eau. Tristan avait essayé de nombreuses tactiques pour échapper à ce rêve récurrent, envisageant même de partir à la recherche d'une fille de son passé, perdue de vue depuis longtemps. L'idée de consacrer sa vie à une telle quête était un sacrifice intimidant, et il y avait peut-être une peur sous-jacente de ce qu'il pourrait découvrir. Malgré plusieurs tentatives vaines pour la retrouver, une idée glaçante a commencé à le hanter, et si elle n'était plus en vie, l'événement traumatisant remonte à 15 ans, lorsque Tristan était plus jeune et plus impulsif. Après une soirée en boîte, il avait invité un groupe de filles au bord d'un lac voisin, et leur réjouissance s'était poursuivie au bord de l'eau sereine. Mais au moment de rentrer chez lui, Tristan, encore sous l'emprise de l'alcool, décide de déposer les filles. Au lieu de suivre la route directe, il a pris la décision imprudente de faire le tour de la ville pour tenter de se désintoxiquer. Alors qu'il dépassait les limites de la ville, la route s'étendait à l'infini devant lui. Avec les premières lueurs de l'aube, d'autres véhicules ont rejoint la route et le trafic s'est intensifié, renforçant son mal de tête. Il choisit de prendre un raccourci pour retourner en ville, mais un vieux camion Chevrolet délabré lui barre bientôt la route, avançant à une vitesse d'escargot. Coincé derrière le camion, sans possibilité de passer à cause de l'augmentation du trafic en sens inverse et de l'étroitesse de la route, Tristan est de plus en plus impatient. À travers la vitre arrière non ombragée du camion, il pouvait distinguer deux silhouettes à l'intérieur, de plus en plus agitées. Tristan klaxonne à plusieurs reprises et leur crie d'accélérer le rythme. En réponse, le camion accélérait momentanément, puis ralentissait à nouveau lorsque Tristan le rattrapait. Ce jeu du chat et de la souris ne fait qu'attiser l'agitation de Tristan. Se sentant fier de sa BMW élégante, il pensait qu'il pourrait facilement dépasser le vieux camion. Il fait un geste audacieux pour doubler, mais le camion fait une brusque embardée, ses pneus crissant contre le bord de la route. En jetant un coup d'œil dans son rétroviseur, Tristan a vu avec horreur le camion partir en vrille et s'écraser contre un arbre dans un bruit sourd. Paniqué, il freine et fait marche arrière jusqu'au lieu de l'accident. Le conducteur est assommé, mais à côté de lui, une jeune fille tente désespérément de repousser les flammes qui lèchent maintenant les bords du camion. Ses cris terrifiés transpercent l'air. Paralysé par la peur et la prise de conscience que le camion pouvait exploser à tout moment, Tristan resta figé sur place. Son esprit s'emballe, partagé entre le désir de croire que personne ne l'a vu causer l'accident et le besoin urgent d'aider la jeune fille. Sur un coup de tête, il remonte dans sa BMW et part en trombe, laissant derrière lui la scène de l'accident. Cet incident déchirant le changera à jamais, le transformant en l'ombre du jeune homme insouciant qu'il était auparavant. Tristan avait mené une vie insouciante, entouré de l'aisance de sa famille dans le nord-ouest du Pacifique. Son père, Gérald, a été un PDG prospère pendant plus de 20 ans, amassant des millions à la banque et de nombreux biens. Gérald était toujours absorbé par le monde des affaires, cherchant à accroître et à sauvegarder sa richesse, et par conséquent, il était rarement à la maison. La responsabilité d'élever les enfants, y compris Tristan, incombait à Michel, la mère de Tristan. Cependant, leur vie de luxe a rendu la famille quelque peu distante, voire arrogante, comme si leur opulence allait durer éternellement. Michel incarnait cette attitude, trouvant toujours à redire sur presque toute et colportant fréquemment des ragots sur les autres. Bien que beaucoup fassent preuve d'une certaine politesse à son égard, il la trouve difficile à vivre. Ironiquement, malgré son aisance, Michel faisait souvent des remarques condescendantes sur les gens de la classe ouvrière, oubliant qu'elle avait elle-même eu des débuts modestes. Après avoir épousé Gérald, elle n'a plus jamais eu à se soucier de ses finances.
entourée de richesses. Elle s'ennuyait souvent et le shopping est devenu son passe-temps, s'offrant fréquemment des articles inutiles pour occuper son temps. Tristan et sa sœur, Ashley, ont grandi dans cet environnement, absorbant naturellement certaines de ses attitudes de leur mère. Ashley était encore plus difficile à gérer que Tristan, gâtée jusqu'à la moelle. Elle a passé la fin de sa vingtaine confortablement installée à la maison, s'adonnant à la toxicomanie et à l'alcool. Bien qu'elle ait fréquenté une prestigieuse université privée, il lui a fallu 7 longues années pour obtenir son diplôme, les dons considérables de son père à l'établissement ayant permis d'éviter son expulsion. Tristan, lui aussi, a été expulsé de l'école et a refusé les offres d'emploi proposées par ses amis, estimant qu'elle n'était pas à la hauteur de son statut. Après avoir terminé ses études, il est resté 2 ans et demi sans rien faire, accusant le climat économique d'être à l'origine de son chômage. Conscient que Tristan pourrait avoir du mal à trouver du travail par ses propres moyens, Gérald a créé une filiale qui prendrait en charge certaines tâches de son entreprise principale. Tristan s'est vu confier un emploi confortable avec la promesse d'un salaire à 6 chiffres la première année s'il parvenait à vendre un produit. Pourtant, même cet effort minimal s'est avéré difficile sans la supervision de Gérald. Les parents avaient involontairement nourri ces comportements problématiques chez leurs enfants, ce qui les faisait hésiter à rompre les liens, de peur de les aliéner. Quelques mois avant l'accident, Tristan a confronté Gérald, exprimant son désir de diriger l'entreprise et affirmant qu'il n'était plus un enfant. Ses ambitions deviennent plus audacieuses. Il a proposé à Gérald de devenir propriétaire à part entière de l'entreprise. Gérald, l'homme d'affaires toujours pragmatique, a exprimé ses réserves quant à la préparation de Tristan à une responsabilité aussi importante. Cela a provoqué la colère de Tristan, intensifiant son désir de réconfort et de validation. Il fait part de ses frustrations à Michel, toujours prompte à soutenir ses enfants. Michel partage les sentiments de Tristan et exhorte Gérald à transférer les droits de propriété, épuisé par les demandes incessantes de Gérald. Gérald finit par céder, mais en posant une condition claire, Tristan pourrait reprendre l'entreprise, ce qui marquerait le début de sa vie indépendante, sans soutien financier de son père. Au fond de lui, Gérald prévoyait les défis à venir, mais il était à bout de nerfs et aspirait à être libéré des drames familiaux incessants. Dès qu'il a pris le contrôle de la situation, Tristan a commencé par organiser une fête extravagante dans la maison familiale. Il s'est offert une BMW flambant neuve et a importé des vins coûteux. Les affaires de l'entreprise ont été reléguées au second plan, tandis que Tristan s'envolait vers de somptueuses stations balnéaires et organisait des fêtes dans des hôtels haut de gamme, s'entourant d'une compagnie glamour. Ses subordonnés lui ont demandé à plusieurs reprises d'assister à des réunions cruciales de l'entreprise, mais Tristan est resté préoccupé par son mode de vie indulgent. Comme Gérald l'avait prédit, le style de vie de Tristan n'était pas viable. Peu après avoir emménagé dans une vaste maison à la périphérie de la ville, la spirale descendante de Tristan s'est accélérée. Il s'enfonce dans la toxicomanie et consomme des drogues de plus en plus puissantes. Lorsque les conseillers financiers ont tiré la sonnette d'alarme sur les pertes imminentes dues à ses dépenses excessives, Tristan, en désespoir de cause, a cherché un moyen de s'en sortir grâce à ses contacts. Il a trouvé un acheteur pour l'entreprise, mais le produit de la vente a été rapidement dilapidé dans ses vices, stupéfiants, fêtes et relations éphémères. Il s'est lancé dans des dépenses extravagantes, comme un hélicoptère qui est resté inutilisé, des montres de luxe, des vêtements de marque et d'autres véhicules. En peu de temps, ses fonds sont complètement épuisés. La veille d'un tragique accident, Tristan avait emprunté de l'argent à sa mère pour passer une nuit à boire et à s'amuser. Après l'accident et la conviction déchirante qu'il avait ôté de vie, la panique s'est emparée de Tristan. Il est rentré chez lui avec frénésie, rassemblant à la hâte ses affaires essentielles, submergé par la peur de passer sa vie derrière les barreaux. Tendre la main à son père n'était pas une option, car Gérald était devenu distant et ne répondait plus aux appels de Tristan.
Compte tenu des tensions dans sa relation avec Michel, Gérald envisageait le divorce, s'assurant discrètement que Michel ne réclamerait pas la moitié de sa fortune durement gagnée en cas de séparation. Réalisant qu'il avait privilégié l'attirance physique à la compatibilité dans le choix de sa compagne, Gérald était ruiné et croulait sous les dettes. Tristan a laissé une note vague à sa sœur, indiquant simplement qu'il allait quelque part. Il n'avait pas de plan précis, seulement un besoin désespéré de s'échapper et de laisser les choses se calmer. Il a choisi comme refuge une ville animée, où les dures réalités de la vie l'ont rapidement accablé. Les fonds qui lui restent sont dépensés en alcool et en séjours dans des motels miteux. Sans relation ni amis, il lui est impossible de trouver un emploi. Il s'est senti complètement vaincu alors que les jours se transformaient en errance sans but et que les nuits étaient passées dans n'importe quel coin qui semblait sûr et relativement chaud. 6 mois plus tard, il a trouvé le courage de contacter sa mère et a reçu des nouvelles déchirantes. Ashley a succombé à une overdose. Malgré leur querelle d'enfance, le poids de cette perte pèse lourdement sur lui, car Ashley était sa seule sœur. De plus, Michel a révélé qu'elle et Gérald s'étaient séparés pour le moment. Tristan a été surpris d'apprendre que Michel avait repris un rôle dans la modeste entreprise de nettoyage de son père. Dans cette phase difficile, un étrange sentiment de libération envahit Tristan. Pour la première fois de sa vie, il s'est senti véritablement détaché. Sans argent, il en est venu à ramasser de la nourriture jetée dans les ruelles des restaurants pour subvenir à ses besoins. Au cours de cette période, la rue lui a permis de rencontrer des personnes très diverses, dont certaines avaient été des professionnels prospères tels que des médecins, des hommes d'affaires et des avocats. En écoutant leurs histoires, Tristan s'est rendu compte que beaucoup d'entre eux avaient connu la même déchéance. Le succès avait obscurci leur vision et, comme lui, ils avaient été consumés par l'excès au fil des ans. La rue a appris à Tristan à endurer et à s'adapter, en humiliant le jeune homme à la richesse et à l'arrogance débordante qu'il était. Un regret le hantait le plus, le souvenir des yeux désespérés de la jeune fille lors de ce tragique accident. Son premier pas hors de la rue, il l'a fait grâce à une pizzeria qu'il connaissait bien et où il avait récupéré des restes. Tristan exprimait souvent sa gratitude au propriétaire, Melvin, pour avoir créé ce qu'il estimait être la meilleure pizza de la ville. Il ne s'agissait pas de simples paroles en l'air, la pizza était vraiment exceptionnelle. La présence fréquente de Tristan devant le magasin de Melvin a donné lieu à un geste inattendu. Melvin a commencé à offrir à Tristan et à quelques autres personnes des pizzas fraîches gratuites à l'occasion. Au début, cette offre a été accueillie avec gratitude, mais au fil du temps, Tristan s'est senti mal à l'aise à l'idée d'accepter l'aumône. Désireux de rendre l'appareil, il a proposé de faire la promotion du magasin en tenant une enseigne à un coin de rue très fréquenté. C'est ainsi que Tristan a commencé son premier emploi. En quelques mois, Tristan est devenu le livreur de Melvin. La popularité des pizzas de Melvin s'accroît, tout comme la demande de livraison à domicile. Tristan a pris ses responsabilités et s'est également occupé de l'élimination des déchets à la sortie du magasin chaque jour. Bien que Melvin n'ait jamais cherché à connaître les conditions de vie de Tristan, les clients mentionnaient parfois que leur livreur dégageait une odeur désagréable. Melvin, voyant la situation difficile de Tristan, lui a généreusement offert une place dans son appartement. L'arrangement est simple, en échange d'un toit et de repas, Tristan travaille à la pizzeria. Bien qu'il ne reçoive pas un salaire traditionnel, ses besoins sont satisfaits. Pour Melvin, il s'agit d'une double victoire. Non seulement il a évité au jeune homme de vivre dans la rue, mais il a aussi gagné un travailleur dévoué sans les dépenses salariales habituelles. Pour Tristan, cette nouvelle vie est une révélation. Il a découvert que le vrai bonheur n'était pas lié aux possessions matérielles. Au contraire, le contentement provient d'un travail utile et de l'existence d'amitiés sincères. Au fil du temps, Melvin et lui se sont rapprochés. Après 2 ans passés à la pizzeria, Tristan avait perfectionné ses compétences et acquis une grande connaissance du métier.
La vie de Melvin a pris un tournant inattendu lorsque sa mère est tombée gravement malade, ce qui l'a obligé à s'absenter fréquemment pour s'occuper d'elle. Le cœur lourd, il confie à Tristan la gestion de la pizzeria pour une journée. Au cours de leur conversation, Melvin a dû informer Tristan de la possibilité de vendre l'entreprise pour couvrir les traitements médicaux coûteux de sa mère. Cette nouvelle a profondément inquiété Tristan, qui craignait qu'un changement de propriétaire ne lui fasse perdre son emploi et son logement. Alors qu'il réfléchissait à cette situation préoccupante, une idée risquée a commencé à prendre forme dans l'esprit de Tristan, bien qu'elle le mette mal à l'aise. Il a envisagé de tendre la main à son père, Gérald, dont il était séparé. Malgré leurs années d'éloignement, Gérald avait toujours gardé un œil distant et attentif sur Tristan. Il avait espéré qu'un jour, son fils apprendrait de ses erreurs et chercherait à se réconcilier avec lui. Ce jour est enfin arrivé, et Tristan n'a pas demandé la charité, mais a présenté une proposition commerciale. Choisissant de soutenir l'initiative de Tristan, Gérald a décidé d'investir dans Melvin's Pizza. Ce soutien financier a non seulement permis à Melvin de rester propriétaire de sa pizzeria d'origine, mais il a également apporté une aide financière cruciale pour les traitements médicaux de sa mère. L'entreprise a prospéré sous la direction de Melvin et s'est étendue à 2 autres établissements en l'espace de 2 ans. Malgré la croissance, le rôle de Tristan est resté le même. Il a continué à gérer la pizzeria d'origine, comme il en avait convenu avec Gérald. Il n'a pas de participation dans l'entreprise en pleine expansion, mais il est satisfait de son poste de gestionnaire. Pour Tristan, il n'est plus question de statut ou de richesse. Il a découvert la satisfaction d'un travail honnête et utile. Au fil des jours et des mois, Tristan s'installe dans une routine confortable. Cependant, les ombres de son passé commencent à le hanter. Le souvenir traumatisant de l'accident, en particulier les appels à l'aide de la jeune fille, perturbe ses nuits et son sommeil. Malgré la douleur qu'il lui causait, Tristan reconnaissait que ce souvenir était un moment charnière dans sa vie, l'obligeant à faire face à ses choix passés tout au long de ce voyage éprouvant. Il avait découvert la véritable essence de la vie et ses valeurs les plus profondes. Un matin, alors que Tristan jette un coup d'œil à l'horloge et se rend compte qu'il est déjà 5 heures, il décide de se faire du thé. Peut-être commencerait-il sa journée de travail plus tôt. Alors qu'il s'approchait du restaurant, il vit l'activité matinale commencer à l'intérieur. Il faillit tomber sur un jeune homme et s'enquit de lui. L'homme se présenta comme Derek, le cousin de Melvin, et exprima son intention de reprendre le rôle de Tristan en tant que gérant. Tristan, surpris par cette évolution, a contacté Melvin, qui lui a expliqué que Derek avait demandé avec insistance à pouvoir gérer l'un des restaurants. Melvin a eu la gentillesse de suggérer à Tristan de prendre une pause bien méritée, avec la possibilité de revenir quand il sera prêt. Touché par le souci de Melvin pour son bien-être, Tristan a commencé à montrer à Derek les ficelles du métier afin d'assurer une transition en douceur pendant son absence temporaire. Tristan s'est retrouvé dans une situation peu familière, ne se réveillant plus avec le besoin immédiat de se précipiter au travail. Il a envisagé de prendre quelques jours de congé à la maison ou de partir en randonnée, mais il n'a pas encore pris de décision définitive. Le travail était devenu une telle partie intégrante de sa vie que son absence soudaine lui paraissait étrange. Pendant ce temps, Derek, qui a pris ses fonctions de directeur il y a 3 jours à peine, a opéré un changement important en se séparant de l'un des serveurs masculins les plus âgés et en organisant des entretiens avec des remplaçants potentiels. C'est alors qu'entre en scène Marcy, une jeune femme captivante qui attire immédiatement l'attention de Derek. Il a d'abord estimé qu'elle avait environ 30 ans, mais en l'observant de plus près, il a conclu qu'elle avait probablement une vingtaine d'années. Derek, un homme de 32 ans qui avait déjà flirté avec des serveuses dans son ancien emploi et qui n'avait pas l'intention de se fixer, pensait que les relations sérieuses étaient un fardeau. Avec ses beaux traits et son poste de cadre, il était rarement confronté au rejet.
Cependant, la journée a pris une tournure difficile lorsqu'un grand groupe d'étudiants a envahi le restaurant, passant d'importantes commandes de pizza. Le stress de Derek a conduit à un échange houleux avec le chef cuisinier, visiblement contrarié par l'approche de Derek. Plus tard, il a failli tomber sur Marcy, la réprimandant pour ne pas s'être occupée de la salle à manger. Lorsqu'elle est partie, Derek n'a pu s'empêcher d'être fasciné par sa silhouette. Pendant un moment d'air frais, Derek trouva Marcy sur un banc, profitant de la lumière du soleil. Il s'approcha d'elle avec un sourire amical, lui demandant pourquoi elle avait choisi un endroit aussi humble que la pizzeria plutôt qu'un travail plus prestigieux. Leur conversation a révélé son désintérêt pour le monde glamour de la mode. Lorsque Derek propose impulsivement une promenade et un verre après le travail, Marcy le rejette, laissant Derek un peu décontenancé et légèrement fâché. Au fil de la journée, l'image de Marcy domine les pensées de Derek, qui se promet silencieusement de lui faire bonne impression. Il avait pris l'habitude de quitter le restaurant tôt, mais ce soir-là, quelque chose le poussait à rester. Tandis que les heures s'égrenaient, Derek élaborait méticuleusement un plan visant à saper l'assurance de Marcy. Patiemment, il l'a observée pendant plusieurs jours, lui permettant de s'installer dans son nouveau rôle. Avec le plus grand soin, il élabore un plan, impatient de le mettre à exécution un soir fatidique, après la fermeture du restaurant. Derek convoqua tous les employés, l'air sévère et la voix pleine d'autorité. On nous a malheureusement signalé un vol dans notre établissement, déclara-t-il, suscitant la surprise et l'inquiétude des employés. Un sentiment de malaise s'empare de la salle, les employés s'échangent des regards inquiets, essayant de discerner le coupable potentiel. Michael, un employé de longue date, exprime son incrédulité. Qui ferait une chose pareille? Le regard de Derek se pose sur Marcy, leur dernière recrue. Il déclare avec regret mais assurance, il semble que ce soit Marcy. Le visage de Marcy se vide de ses couleurs et elle rétorque, je n'ai jamais rien volé. C'est absurde. Un sourire malicieux se dessine sur les lèvres de Derek qui lui lance un défi, prouve-le. Montrez-nous que vous n'avez rien à cacher. Hésitante, Marcy vide son sac à main sur la table, ne révélant que des objets de première nécessité, mais rien n'indiquant qu'il s'agit d'un vol. Insatisfait, Derek insiste encore, suggérant, votre manteau pourrait cacher quelque chose. Les larmes montent aux yeux de Marcy, qui proteste, tu n'es pas sérieuse. Derek sourit et insiste, enlevez votre manteau. Si vous êtes innocente, qu'avez-vous à craindre? Dans le cas contraire, vous reconsidérerez peut-être votre place ici. Pendant ce temps, Tristan se retrouve à errer dans les rues de la ville, accablé par un sentiment de détresse écrasant. La combinaison de l'insomnie et du stress lié à sa récente rupture l'a laissé perdu dans ses pensées. En observant les sans-abri blottis dans les coins, des souvenirs de son passé lui reviennent en mémoire et il ressent une intense empathie pour eux. En s'approchant du restaurant, il aperçoit un sans-abri âgé assis sur le trottoir. Sur un coup de tête, il décide d'aller lui chercher une pizza au restaurant. De retour au restaurant, un face-à-face intense s'engage entre Marcy et Derek. Marcy fixe Derek d'un regard plein de défi. Sa détermination est évidente et elle enlève rapidement son pull. La salle est devenue silencieuse, le souffle collectif du personnel se bloquant dans la gorge à la vue de son corps meurtri. À ce moment-là, la porte s'ouvrit en grinçant et Tristan entra, figé par la scène qui s'offrait à lui. Son regard passa du pull élimé de Marcy à son corps meurtri. Une vague de souvenirs le submergea et un frisson lui parcourut l'échine. Ses yeux obsédants qu'il avait tourmentés dans ses cauchemars pendant des années étaient maintenant devant lui. C'était elle, la fille de l'accident. Tristan ne savait plus où donner de la tête, son esprit s'emballait. Quelles étaient les chances? Pourquoi était-elle ici? Et pourquoi ne semblait-elle pas se souvenir de lui? La colère montait en lui à mesure qu'il reconstituait la situation, réalisant que Derek avait soumis Marcy à cette humiliation publique. Comment avait-il pu? Et surtout, comment leur chemin s'était-il recroisé après toutes ces années? Était-ce le destin ou un coup du sort?
La voix de Tristan resta ferme mais calme lorsqu'il s'adressa à Derek. Ce n'est pas comme ça qu'on gère les choses ici. Je vais en parler à Melvin. Vous pouvez partir. Il tendit doucement son pull à Marcy, l'encourageant à se couvrir. Dehors, l'air frais de la nuit n'apaisait guère l'esprit agité de Tristan. Il hésita, puis proposa « Je peux vous accompagner ». Il détourna les yeux, évitant le contact direct avec les siens. Se souvenait-elle de ce jour fatidique? Encore secouée, Marcy n'hésite que brièvement avant d'acquiescer. Tout en marchant, elle se confie sur sa vie, décrivant la responsabilité qui lui incombe de s'occuper de son beau-père malade. Arrivée chez elle, dans un modeste appartement, Marcy hésite mais finit par inviter Tristan à entrer. Le regard qui l'accueille est celui d'un homme âgé et frêle, allongé sur le canapé. Malgré son état physique, son regard est vif et s'attarde sur sa fille et l'étranger qui l'accompagne. Marcy, toujours aussi aimable, tenta d'offrir des rafraîchissements, mais Tristan refusa. Au lieu de cela, ils se retrouvèrent dans sa petite cuisine. Les murs semblants se refermer tandis que Tristan se préparait à discuter d'un sujet qu'il avait longtemps évité. Alors que Marcy racontait l'accident et ses conséquences, le cœur de Tristan battait la chamade. Les détails correspondent à ses souvenirs obsédants. Pourtant, elle n'a jamais parlé de lui ni de son rôle dans l'accident. En sortant de l'appartement, le poids de leur conversation pèse lourdement sur Tristan. Marcy ne se souvenait pas de lui, peut-être à cause de son traumatisme. Logiquement, elle savait qu'il pouvait aller de l'avant et tirer un trait sur le passé, mais émotionnellement, il se sentait attaché à ce moment. Chaque instinct lui dit qu'il devrait avouer et chercher à tourner la page, mais est-ce juste pour elle? Cela lui apporterait-il la paix ou ne ferait-il que rouvrir de vieilles blessures? Marcy continue à travailler au restaurant et, un soir, Tristan s'approche d'elle avec hésitation et lui demande si elle a besoin d'être raccompagnée. Elle semble surprise, mais accepte son offre. Cet arrangement devint régulier, les deux conduisant ensemble dans les rues de la ville, baignés par la chaude lueur des réverbères. Parfois, ils discutaient légèrement, parfois ils savouraient simplement leur compagnie silencieuse. Cependant, au fil des jours, Tristan s'est retrouvé aux prises avec un tumulte d'émotions. Il voulait se confesser sur le passé, sur l'accident, mais le poids de la vérité pesait lourdement sur lui alors qu'il était aux prises avec un conflit interne. Une autre émotion commence à émerger, l'attirance pour Marcy. Chaque moment passé avec elle approfondit son désir. Tristan se surprend à trouver des excuses pour la voir en dehors de leur trajet en voiture. À son insu, il s'éprend de plus en plus de Marcy. Pourtant, tapis dans l'ombre, la vérité menaçait toujours d'émerger et de briser le lien fragile qu'ils construisaient. Un soir, sous la douce lueur des lumières du restaurant, Tristan a trouvé le courage de demander à Marcy si elle voulait se joindre à lui pour le dîner. À sa grande surprise, elle a accepté. Ils s'assoient l'un en face de l'autre, l'atmosphère est lourde d'impatience. Marcy commence à parler, sa voix tremblant légèrement au fur et à mesure qu'elle s'ouvre. En grandissant, Jacques, mon beau-père, était bon avec moi. Il n'a jamais levé la main sur moi, mais il avait un faible pour l'alcool. Ce jour-là, il avait bu depuis l'aube. Nous nous rendions à l'hôpital pour rendre visite à ma mère, qui en était au dernier stade de sa lutte contre le cancer. Je n'étais qu'une enfant, trop jeune et trop effrayée pour lui dire qu'il était dangereux de prendre le volant en état d'ébriété. Elle s'est interrompue, a pris une profonde inspiration et a poursuivi. Je t'en ai voulu, Tristan. Chaque fois que je regardais ces cicatrices, je souhaitais que ce soit toi qui souffres, et non moi. Le cœur de Tristan s'emballa tandis qu'il prenait conscience de la situation. Elle connaissait son identité depuis le début. Au fur et à mesure que Marcy poursuivait, il devenait évident que sa colère avait été alimentée par la version des faits de son beau-père. La voix de Marcy s'est adoucie lorsqu'elle a raconté, après que Jacques a dépassé sa voiture ce jour-là, il n'a pas pu le supporter. Il était tellement ivre qu'il avait du mal à garder la voiture sur la route. Tu n'en étais pas la cause, Tristan.
Les larmes lui montent aux yeux et sa voix tremble. Personne n'a jamais vu au-delà de mes cicatrices. Il les voit et me traite de monstre. Avec tendresse, Tristan lui tendit la main et toucha légèrement sa peau meurtrie. Marcy, tu n'es pas un monstre. Tu es forte, résistante et belle. Le poids des années de culpabilité et de honte s'est envolé des épaules de Tristan. L'accident n'était pas de sa faute, et ensemble, ils pouvaient trouver un moyen de guérir leur cœur blessé. Marcy avait des sentiments mitigés à l'égard de son beau-père. Malgré ses problèmes d'alcoolisme, il avait fidèlement pris soin de sa mère jusqu'à son dernier souffle. Lorsque Jacques est tombé malade, il a exhorté Marcy à oublier son ressentiment envers l'homme de la BMW, soulignant que ce n'était pas de sa faute. Peu après, Tristan a décidé de rendre visite à son père et s'est ouvert à lui sur les événements de sa vie. En voyant son fils grandir, mûrir et prendre ses responsabilités, Gérald s'est senti submergé par la gratitude. Il s'émerveille de la transformation d'un jeune arrogant en un gentleman raffiné. Peu de temps après, Marcy s'est inscrite dans une clinique de chirurgie plastique pour une intervention. Pendant son séjour, Gérald, désireux de l'aider, s'est arrangé pour qu'un éminent spécialiste s'occupe de son beau-père, Jacques. Lorsqu'elle fut prête à quitter l'hôpital, Jacques, bien que dépendant d'une canne, se tenait debout et stable, attendant impatiemment de l'accueillir à nouveau. Quelques jours plus tard, Tristan a contacté Melvin pour l'informer de leur prochaine visite. Il a invité Marcy, Jacques et Gérald à dîner dans le nouveau restaurant de Melvin. Au fil de la soirée, Gérald ne peut s'empêcher de rayonner de fierté en constatant le respect sincère que tous portent à son fils. Melvin, qui s'était rapproché de Tristan, le considérait non seulement comme une bonne connaissance, mais aussi comme un véritable ami. Il disait souvent que Tristan était l'une des meilleures personnes qu'il ait jamais connues. Ce soir-là, alors que tout le monde s'installe autour de la table, Melvin, dans un geste personnel, prend les commandes. En quelques instants, des pizzas aromatiques et appétissantes ont été servies, symbolisant la chaleur et les liens partagés entre eux. Bienvenue à Empty Pizza, annonce Melvin avec enthousiasme. C'est notre dernière succursale, la 3e dans la file d'attente. Le regard de Tristan suivit le geste de Melvin jusqu'à l'autre bout de la salle. À son grand étonnement, il s'agit de sa mère, Michelle. Elle avait l'air différente, plus apaisée. Les bijoux tapa accent grave l'œil qu'elle portait toujours avaient disparu, remplacés par une élégance simple. Elle dégageait un calme et une tranquillité qu'il n'avait jamais vus auparavant. Avec un sourire amusé, Tristan dit à Melvin, « Tu as toujours une longueur d'avance, n'est-ce pas? C'est comme si tu lisais dans mes pensées. » Melvin s'esclaffe. « J'avais l'intuition que tu voulais des retrouvailles, et j'ai pensé que Gérald et toi auriez peut-être besoin d'un petit coup de pouce. » Au fil des ans, même si Gérald et Michel ont vécu séparément, leur lien n'a jamais été vraiment rompu. Ils s'appelaient de temps en temps, mais les sentiments profonds qu'ils éprouvaient l'un pour l'autre n'avaient pas changé. Tout ce dont ils avaient besoin, c'était d'un petit coup de pouce, d'une force invisible pour combler le fossé qui s'était creusé au fil des jours et des mois. Alors que les blessures du passé commençaient à se cicatriser, Gérald, à la recherche d'une vie plus calme, a choisi de prendre du recul par rapport à ses activités professionnelles. Michel et lui ont trouvé du réconfort dans une ferme pittoresque, appréciant la simplicité et la tranquillité qu'elle offrait. Pendant ce temps, Tristan et Marcy sont restés fidèles à leur rôle dans la pizzeria de Melvin. Leurs expériences communes et les innombrables heures passées ensemble ont renforcé leurs liens. Un week-end particulièrement épuisant, après une randonnée exaltante, Tristan s'est arrêté pour profiter de la présence de Marcy. L'intensité du moment était palpable et il l'a rapprochée en murmurant « Merci. Tu m'as redonné le goût du travail. » Marcy a fait écho à sa gratitude, et la profondeur de leurs sentiments a continué à se manifester. Pour Marcy, Tristan n'était pas un simple visage dans la foule. Elle était son point d'ancrage, celle qui avait changé la trajectoire de sa vie. Au fil des jours,
Marcy est de plus en plus impressionnée par la gentillesse et la sincérité de Tristan. Cela a pris du temps, mais Tristan a fini par s'ouvrir sur son passé tumultueux, révélant la vie qu'il menait avant leur rencontre fatidique. Le fait de constater la transformation de Tristan et de reconnaître le rôle qu'elle y a joué a rempli Marcy d'un sentiment de fierté et d'accomplissement. Pourtant, ni l'un ni l'autre ne ressentent le besoin de précipiter les choses. Ils étaient satisfaits, trouvant leur joie dans le présent et savourant l'évolution de leur relation.